Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Hebdo des marchés qui est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le jeudi 30 octobre, jour de l'enregistrement. Et comme à chaque fois, je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour notre podcast. Donc tous les 15 jours, il y a 15 jours le webinaire, évidemment. J'espère que vous avez été nombreux à le suivre et vous avez d'ailleurs été nombreux, merci pour votre fidélité. Et puis vous pouvez continuer à l'écouter, bien entendu. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Et donc aujourd'hui, un programme très chargé. On va parler bien sûr de l'activité en France, avec notamment le fait que la France soit le cancre de la zone euro en termes de déficit public et de dette publique. Et ce matin, les chiffres du PIB assez incroyables qui sont sortis. On va là aussi en parler un petit peu. Plus 0,5% de croissance. C'est complètement anormal. Même le ministre de l'économie a dit, ah, c'est un chiffre remarquable. Donc, vous savez, il faut lire entre lignes. Ça veut dire que même lui, il n'arrive pas à le comprendre, si vous voulez, hein. Je le connais bien, le ministre de l'économie. Le nouveau, c'est un ancien économiste, d'ailleurs, qui travaillait dans la banque où je travaillais à l'époque, hein, à Natixis. Et donc, même lui, il a été surpris, parce qu'évidemment, on n'arrive pas à comprendre ce chiffre, et qui, évidemment, malheureusement, n'est pas durable. On verra ça tout à l'heure. Et puis après, deuxième point très important, une question que vous êtes très nombreux à me poser, c'est évidemment que va faire l'euro-dollar. C'est vrai que certains le voyaient à 20 dollars pour un euro. Là, il revient vers un 16. On va pouvoir revenir vers les 1,10 dollars pour un euro. Donc, ça sera la question également importante de cette semaine, avec, évidemment, on l'a vu hier, la Réserve fédérale américaine qui a baissé les taux d'intérêt de façon très modérée à 4%, ce qu'elle va continuer de faire. Voilà. Bon, il y a beaucoup, effectivement, de questions. Et bien sûr, comme d'habitude, on terminera en particulier avec Antoine sur les enjeux pour les marchés boursiers. Voilà donc le programme assez chargé, Bon, mais c'est un programme mais assez très chargé, intéressant. hein, comme à chaque fois. Alors, on va démarrer effectivement par la France, hein, déficit public, hein, qui vient de ressortir. Donc voilà, on reste encore et toujours le cancre de la zone euro. Complètement. Par contre, je vois pas les slides. C'est normal, là, Oui, oui, Antoine? Ah, d'accord, ça arrive. Voilà, voilà. super. Allez, on fait ça dans les conditions du direct. Mm. Voilà, effectivement. Donc, vous aurez, mais si ceux qui souhaitent les slides. Donc, on a eu les chiffres, effectivement, du deuxième trimestre des comptes publics qui sont sortis pour tous les pays de l'Union européenne. C'est Eurostat qui a sorti ça donc, il y a quelques jours. Et donc, que voit-on? Ben voilà, encore une fois, pour le sixième trimestre consécutif, la France est le cancre de la zone euro en termes de déficit public. Il n'y a pas un pays qui fait pire que nous. Vous voyez, 5,4% du PIB. C'est évidemment dramatique. Tous les pays font des efforts, et même, bien entendu, certains qui font des excédents. Par exemple, Chypre ou encore la Grèce, on voit que l'Italie réussit à réduire à 2% son déficit public. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Alors, je ne parle même pas de l'Allemagne ou autre, là aussi où c'est compliqué, mais néanmoins, ils réussissent à limiter leur déficit. Et nous, évidemment, on dérape complètement et on devient, bien sûr, la risée du monde. Si on regarde pour l'ensemble de l'Union européenne, donc le même graphique, donc là, on rajoute évidemment, donc là, c'est les 27 pays au total. Alors, il y a certes la Pologne et la Roumanie qui font pire que nous parce que, bien entendu, ils sont affectés par les risques de guerre avec la Russie, donc la guerre Russie-Ukraine, et éventuellement un risque de contagion, donc ils augmentent leurs dépenses militaires. Il y a également le problème que la Russie était un de leurs gros clients, donc avec le boycott, ça limite leur activité, donc ça fait plus de déficit. Donc, mais néanmoins, à part ces deux pays, la France est aussi numéro un de l'Union européenne. Donc ça fait encore une fois désordre, hein, très honnêtement. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est que la dette publique continue là aussi d'augmenter. Vous voyez, on est à quasiment 116% du PIB. Il y a toujours l'Italie et la Grèce qui sont devant nous, mais l'écart évidemment se resserre. On voit beaucoup de pays qui étaient devant nous il y a encore quelques trimestres, par exemple la Belgique, le Portugal, l'Espagne, etc., qui sont passés maintenant loin derrière. Et le drame, donc là vous avez tous les pays, hein, de l'Union européenne, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez faire un zoom, hein, évidemment, ou une copie d'écran pour avoir tous les Mm. chiffres. Et ce qui est encore beaucoup plus important et beaucoup plus dramatique, c'est le fait que la France, là aussi, c'est un des pays qui augmente le plus sa dette publique. Vous voyez, beaucoup de pays ont réduit leur dette publique. Alors évidemment, la Grèce, Chypre, on partait de très haut, c'est sûr, mais le Portugal, ils ont réduit fortement leur dette publique par rapport au PIB. Et nous, on fait partie des pays qui l'avons le plus augmenté dans toute l'Union européenne. Alors il y a encore là aussi la Roumanie et la Finlande, mais comme on l'a vu sur le graphique d'avant, ils sont bien plus bas en termes de dette publique par rapport au PIB. Ça augmente aussi pour les raisons liées au risque de conflit avec la Russie, bien entendu, et globalement à la guerre Russie-Ukraine. Mais en dehors de ce cas, avec la France, c'est le pays qui a la plus mauvaise performance. On est sur une augmentation de 17%, hein, plus de 17%. C'est dramatique. Voilà, tout simplement, c'est une catastrophe. Nous sommes le seul pays où ça dérape autant. Et le pire, c'est que malgré ce dérapage des comptes publics, il n'y a quasiment pas de croissance. Et elle reste évidemment là aussi très limitée, on verra tout à l'heure. Avec parallèlement, c'est important également de voir que la France, c'est le pays qui amène le plus de dette publique dans la zone euro. Ce que j'écris là, c'est le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. Vous voyez, 25%
50% de la dette publique de la zone euro vient de France. Donc on est devant l'Italie, devant l'Allemagne, ensuite évidemment il y a l'Espagne, la Belgique. Bonjour à nos amis belges qui sont nombreux à nous écouter également. Et si vous regardez l'historique, hein, depuis les années voilà, 2000, regardez cette évolution incroyable. Vous voyez qu'en 2000, par exemple, la part de la France dans la dette publique de la zone euro, c'était à peu près 17-18%. Il y avait loin devant nous l'Allemagne et bien sûr l'Italie. Et puis après, on voit que malheureusement, les courbes s'inversent. Donc l'Allemagne était maintenant à 20%, alors qu'elle était à 26% vous voyez, en 2000. L'Italie était à plus de 28%, ils sont à 22,5%. Et la France, voilà, ça continue d'augmenter, donc on est à 25%. Vous voyez que à partir de 2017, on est passé devant l'Allemagne, et depuis 2019-2020, on est passé devant l'Italie. Et l'écart ne cesse de se creuser, parce que vous voyez que la part de l'Italie, de l'Allemagne baisse un petit peu, alors que nous, ça continue d'augmenter. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que la France, donc c'est elle qui demande le plus hein, de fonds prêtables, comme on dit, hein, donc de fonds pour financer justement sa dette publique. Et alors là, c'est là aussi la Banque de France a sorti la mise à jour de la détention de la dette publique française. Qui détient cette dette publique? Eh bien, c'est de plus en plus des non-résidents. Vous voyez, 55,4% de notre dette publique en France est détenue par des non-résidents. Alors, comme vous le savez, depuis des mois, je demande à la Banque de France de nous donner le détail de ces non-résidents. Et elle refuse de le faire. Voilà, il y a une certaine omerta, c'est pas bon signe. Et donc tout ça pour dire que certains vont dire ah oui, regardez, on arrive à convaincre les non-résidents à acheter notre dette, peut-être, mais surtout, ça veut dire qu'on dépend de plus en plus d'eux. Et donc, s'il y a la moindre secousse, on peut là aussi avoir ces non-résidents qui pourraient partir très rapidement et donc ils vont nous priver de cette dette, ce qui générera une augmentation des taux d'intérêt et des obligations d'État. Pour l'instant, on reste autour des 3,40 hein, sur le taux de 10 ans français. Bon, c'est pas dramatique, mais ça montre bien que ça reste élevé, là aussi, que ça coûte de plus en plus cher. Vous voyez, si vous comparez historiquement, hein, cette part des non-résidents dans la dette publique française ne cesse d'augmenter. Vous voyez, c'était 48,5% en 2022 et ça ne cesse de croître. Et voilà, ça veut dire qu'évidemment, on fait tout pour les attirer, sauf qu'évidemment, ils sont très volatiles. C'est-à-dire que si on leur fait pas plaisir, ils peuvent partir. Et bien entendu, pour l'instant, la note de la France a été dégradée par Fitch et par Standard Poor's. Moody's a gardé le dernier cran avant de tomber à A+, mais pour l'instant, globalement, elle nous a dit un communiqué très bizarre en disant oui, non, l'économie française, elle se porte bien, je ne sais pas d'où elle sort ça, mais néanmoins, il y a des risques politiques, donc on a perspective négative, mais pour l'instant, on ne dégrade pas. Bon. Je vous rappelle que les agences de notation notaient les dettes subprime triple A Ouais. quelques semaines avant que ça n'explose. Hein. Donc, ce n'est pas des modèles de crédibilité, mais juste pour terminer sur cette dette publique française, regardez bien, parce que c'est intéressant de faire un comparatif international, parce qu'on dit beaucoup, oui, les Américains dépendent des Chinois, etc. Regardez bien le slide suivant, où justement, là, on voit eh bien, quelle est la part des non-résidents qui détiennent la dette publique dans les différents partenaires de la France. Alors, bien sûr, donc la France est numéro un. On a ensuite l'Allemagne, autour des 50%, l'Espagne, 40%, le Royaume-Uni, 30%, l'Italie, 27%, États-Unis 22 et le Japon entre 5 et 10%, ça dépend les chiffres, là c'est le FMI qui donne ces chiffres. Donc ça pour dire que on voit bien que nous sommes le pays du moins développé qui dépend le plus des investisseurs étrangers pour financer sa dette. Donc c'est-à-dire qu'on est extrêmement en danger par rapport aux autres. Pour l'instant, les agences de notation sont sympas, elles dégradent pas trop l'Inde de la France. Le jour où ça va arriver, ça va inévitablement arriver, évidemment ça va faire très mal, d'autant qu'on est en train de vivre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est le concours l'épine de l'augmentation des impôts. Franchement, je n'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie d'économiste, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. On est numéro un du monde des impôts, on veut encore les augmenter. Donc, évidemment, ça ne colle pas. Et ce matin, on a les chiffres du PIB, donc je l'évoquais tout à l'heure, plus 0,5%, Ouais. lié à la vente notamment d'aéronautique. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça a amené 0,9% de croissance, uniquement les exportations, moins les importations, parce qu'elles ont baissé assez incroyable. Donc, une contribution très positive du commerce extérieur, notamment grâce aux commandes aéronautiques, aux exportations aéronautiques. Ça fait bizarre, hein, parce qu'il y a 2 trimestres, la croissance dépendait uniquement des stocks. Là, elle dépend uniquement du commerce extérieur. C'est un petit peu bizarre. On va pas rentrer dans le détail, mais quand le ministre de l'économie dit oui, c'est un chiffre remarquable, ça veut bien dire que même lui, il a du mal à le comprendre. Donc voilà, ça fait pas sérieux. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, aujourd'hui même, sont sortis les chiffres du taux de chômage donc, dans l'Union européenne. Nous, on est à 7,6%, ça continue d'augmenter. Donc il y a un paradoxe. On ne peut pas avoir une croissance qui augmente et dans le même temps, un taux de chômage qui augmente également. Surtout que les indicateurs avancés de la croissance, les indicateurs des directeurs d'achat, sont bien plus mauvais en France que dans tous les autres pays. Et pourtant, la croissance est plus forte en France que dans les autres pays. Donc il y a un problème. Voilà. Donc ça veut dire que on risque d'avoir une forte baisse du PIB au quatrième trimestre, ou alors on va continuer comme ça avec des chiffres qui ne veulent rien dire. Et donc c'est ça qui est très dangereux. On ne peut plus tellement faire confiance dans ces chiffres. Et donc c'est un peu l'image. On ne peut plus tellement faire confiance dans la France. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de peine. Ça nous rend triste. Mm.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'euro. Effectivement, alors justement, on a une stabilisation hein, maintenant de l'euro-dollar. On évolue entre 1,1550, 1,18 hein, depuis plusieurs semaines. Là, on revient vers les 1,1550. Alors justement, c'est intéressant parce que hier, on a eu la réunion de la Fed et Tout à fait. avec Powell qui nous a réservé une petite surprise en disant que, eh bien, il n'allait plus baisser les taux. Enfin, c'est ce qu'il a laissé entendre, qu'il n'allait pas baisser les taux pour la prochaine réunion. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on est à 4% de taux d'intérêt, donc de ce qu'on appelle le taux objectif des Federal Funds aux États-Unis. Donc, mais d'un autre côté, surtout, il a dit, bon, bah là, j'ai, entre guillemets, hein, oui, c'était entre les lignes qu'il faut lire, évidemment, hein, Ouais. j'ai fait plaisir à Donald Trump. Mm, Par contre, maintenant, comptez pas sur moi pour encore baisser, parce que mm. l'inflation américaine, elle augmente. Et Oui. puis la croissance américaine aussi, elle se Puis- porte bien. Donc, mm, comment voulez-vous baisser les taux d'intérêt? Donc, ça colle pas, hein. mm, Et donc, c'est pourquoi elle dit, bon, on va peut-être marquer une petite pause. Et donc, c'est ce qui a d'ailleurs fait baisser un petit peu l'euro et remonter un petit peu le dollar autour des 1,16 $ pour un euro. Si on regarde les fondamentaux économiques, qu'on va voir ensemble maintenant, tous les fondamentaux sont pour la baisse de l'euro et la hausse du dollar. Voilà mm, pourquoi. Donc, j'ai fait un petit résumé pour commencer sur le slide suivant. oui. Donc là, on a, vous voyez, donc les écarts de croissance. Enfin, à peu près en moyenne 2% aux États-Unis, 0,8% dans la zone euro cette année en 2025. Indicateur avancé, on verra le graphique tout à l'heure, eh bien, c'est largement meilleur aux États-Unis que dans la zone euro. Taux d'intérêt monétaire, bon là aussi, même si on a baissé à 4%, comme on est à 2,15 avec, pour la BCE, il y a quand même un spread largement à l'avantage du dollar. Et également sur l'écart de taux d'intérêt donc obligataire, on est autour des quasiment 4,1 sur le taux 10 ans américain contre 2,60 sur le taux 10 ans allemand. Donc il y a évidemment un écart, là aussi à l'avantage de l'euro, du dollar, pardon, donc à la baisse sur l'euro. Et alors, dernier point, la crise en France qui est là, qui n'arrête pas, hein, parce que même s'il y a des chiffres de croissance bizarroïdes, mais néanmoins, bon, la crise, elle est incroyable, cette crise politique qu'on est en train de vivre. Et donc, on risque d'avoir une autre motion de censure assez rapidement. Je rappelle qu'on a mis de côté la réforme des retraites, qu'on n'arrête pas d'augmenter les impôts, donc ce qui va casser l'activité économique. Moi, je suis assez inquiet, évidemment. Tous les jours, j'ai des messages sur ma chaîne YouTube et ailleurs où des chefs d'entreprise me disent, voilà, moi, je ferme ma boîte. Moi, Mm, je quitte la France. C'est affolant. C'est affolant. Je veux dire, donc, si c'est déjà à mon niveau, entre guillemets, alors imagine à l'échelle nationale. Non, c'est quand même très, très dangereux aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre. Et donc, cette crise de la France pourrait avoir évidemment un impact sur l'ensemble de la zone euro. Donc, tout ça, ça va à la baisse sur l'euro. Donc, très rapidement, pour laisser le temps un peu à Antoine pour les marchés, mais on voit bien hein, graphiquement, voilà, écart de croissance entre les États-Unis et la zone euro. Vous voyez, la courbe rouge, c'est aux États-Unis, la zone euro, c'est en bleu. Il y a bien cet écart qui perdure, donc à l'avantage du dollar. Évidemment, pourquoi le dollar s'est pas apprécié? Il était quasiment à la parité contre l'euro. C'est parce que Donald Trump a dit je veux un dollar faible. Évidemment, ça n'a pas arrangé la situation. Donc là, on ne peut pas prévoir ce que va dire Donald Trump, mais sur la base des fondamentaux économiques, voilà les écarts. Vous voyez la croissance américaine, PIB depuis les années 95, quasiment 110% de hausse aux États-Unis, 56% dans la zone euro. Voilà, c'est du simple au double hein, pour faire simple. Donc on est quand même très très loin. Et pareil, sur les derniers chiffres qui viennent de sortir, les indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat, indicateurs composites, c'est-à-dire tous secteurs confondus. On voit ici, on est aux États-Unis, la courbe bleue nettement devant la zone euro. Idem, si on regarde donc sur le graphique suivant mm, les écarts de taux d'intérêt. Donc là, on voit bien la petite baisse d'hier hein, de la Fed. On est à 4%, 2,15 pour la BCE. A priori, elle ne va pas baisser les taux d'intérêt. Si jamais elle le fait, ça sera quand même limité. mm. Donc elle passera à 2, pas plus. Donc il y aura quand même ouais, 200 points de base d'écart à l'avantage du dollar par rapport à l'euro. Et enfin, dernier point, sur les taux longs, là aussi, pareil, on a cet écart oui, largement à l'avantage du dollar. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui empêche le dollar de s'apprécier et l'euro de baisser? C'est uniquement Donald Trump qui limite justement cette hausse du dollar. Mais là aussi, comme la zone euro est en train de s'effondrer, et notamment à cause de la France d'un point de vue politique, à ce moment-là, je pense je maintiens ma prévision d'un euro qui peut revenir à 1,10 $ pour un euro d'ici la fin de l'année. On en reparlera bien Oui. sûr d'ici là, mais voilà, c'est un petit peu la prévision, certes audacieuse, mais si Donald Trump ne revient pas encore à la charge en disant je Mm. veux un dollar faible, alors le dollar, évidemment, pourra partir à la hausse et donc l'euro à la baisse. Oui, oui, alors d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui même, hein, puisqu'on enregistre le jeudi 30 octobre, on a la réunion de la BCE hein, qui va intervenir cet après-midi. Et donc, c'est un statu quo hein, qui est attendu. On n'attend plus de baisse de taux, hein. Et donc, effectivement, ce différentiel de taux d'intérêt milite quand même pour justement une baisse de l'euro, hein, on va le voir. Et Tout puis, à bon, fait. Tout c'est à fait. sûr que c'était plutôt un mouvement dollar. C'était une faiblesse du dollar qu'on a eu. Maintenant, Exactement. il y a peut-être une force de l'euro aussi qui va pouvoir arriver. Donc, moi aussi, je partage aussi le fait qu'on va se diriger vers les indices très probablement voilà, avant la fin de l'année. Maintenant, on va passer effectivement au marché boursier.
Alors, voilà, donc comme à chaque fois, je mets les performances, hein, donc sur la dernière semaine, sur un mois et year to date, c'est-à-dire annuel. Sachant que je suis quand même, j'ai pas pris en considération les deux dernières clôtures et effectivement, on a un Nasdaq et même un Wall Street, hein, qui commence à s'emballer, hein, vraiment en accélération haussière. On a pris quasiment 5% en 4 séances sur quasiment rien, hein. Alors, les résultats d'entreprise, hein, je vais y revenir, sont bons, mais juste parce que effectivement Donald Trump et Xi Jinping allaient se rencontrer, que ça allait réchauffer un petit peu les relations, eh bien, on a eu cette envolée des indices à Wall Street. Donc, les quatre indices enchaînent des records historiques. Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones, Russell 2000. On a un Nasdaq qui a atteint 36 records en clôture en 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 36 Absolument. records en clôture. C'est-à-dire que pendant 2 mois, le Nasdaq fait que des nouveaux plus historiques. Donc on voit qu'on est quand même sur, alors, moi, j'ai pas envie d'employer le terme bulle encore parce qu'on ne sait pas exactement, même si on a des caractéristiques, hein, pour dire qu'on est dans une bulle, mais on est dans un marché extrêmement complaisant qui, dès qu'il y a une bonne nouvelle, progresse de manière irraisonnée. En revanche, les mauvaises nouvelles sont plutôt occultées. Et pour terminer, la Chine qui consolide, qui est plutôt à la traîne. Alors, les résultats d'entreprise, donc on a 85% des entreprises du S&P 500 qui ont dépassé les attentes. C'est le meilleur rythme depuis 4 ans. Donc, on a quand même des résultats d'entreprise qui sont bons. On a les croissances du chiffre d'affaires dans 10 des 11 secteurs qui a progressé. Et ce sont les secteurs de la finance, technologie, la tech évidemment, et la consommation discrétionnaire qui sont en tête. En revanche, les utilities, services publics demeurent à la traîne. Donc ça, ce sont pour les secteurs. Et alors aussi, alors, c'est intéressant parce qu'on a les 7 magnifiques qui commencent à publier. Donc hier, on a eu Alphabet, maison mère de Google, Microsoft et Meta. Donc j'ai envie de dire, il y a à boire et à manger, puisque Alphabet, plus 7% en après-clôture. Pour la première fois, le chiffre d'affaires trimestriel, hein, de Google a dépassé les 100 milliards de dollars, hein, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel. Donc, grâce au cloud, hein, Google Cloud, hein, qui prend vraiment des parts de marché. Et la publicité, c'est 80% du chiffre d'affaires de Google, à travers YouTube, notamment YouTube, qui est vraiment la vache à lait de la publicité pour Google. Après, pardon, Microsoft, moins 2%. Pourtant, les résultats ont été très bons, hein. On a un bénéfice net à 27 milliards de dollars quand même, hein, pour un trimestre, plus 12%, tiré encore et toujours par le cloud, hein. C'est Microsoft Azure, hein, c'est donc la plateforme cloud numéro 2 mondiale, qui tire plus 40%, hein, de hausse de chiffre d'affaires. C'est encore exceptionnel. En revanche, il y a eu une panne hier, hein, sur Azure, hein. Donc on a beaucoup de sociétés après AWS la semaine dernière, beaucoup de sociétés qui utilisent le cloud Azure qui n'ont pas pu fonctionner. Donc là, les investisseurs ont sanctionné. Et Meta, moins 9 quand même, moins 9%. Donc c'est quand même à peu près 50 milliards de valorisation qui, d'un coup, qui s'envolent. Pour dire que, en fait, oui, il y a une chute de 83% du bénéfice par action. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des provisions exceptionnelles pour charges fiscales. On a vu donc des charges exceptionnelles, enfin des provisions exceptionnelles, hein, plus de 15 milliards de dollars. Et surtout, c'est là où ça, c'est une thématique qui va sûrement revenir, c'est les dépenses liées à l'intelligence artificielle. On voit que les GAFAM ont des dépenses qui dépassent l'entendement. Enfin là, on parle de 118 milliards de dollars pour une année, hein. 118 milliards de dollars de dépenses euh, pour Meta pour 2025, juste pour investir dans des infrastructures d'intelligence artificielle et notamment des partenariats avec OpenAI, etc. Bon, tout ça pour dire qu'on commence déjà à avoir des sanctions sur les 7 magnifiques. Et donc ça pourrait justement causer une possible correction, puisque là on est sur un marché, le Nasdaq qui prend 50% depuis ses points bas du mois d'avril. On n'a pas eu un seul retour, pas une seule correction. Donc je dis pas que ça va arriver, je ne sais pas quand elle va arriver, mais il y a bien un moment où ça va arriver. Donc attention à cette fin d'année où on pourrait avoir des prises de bénéfices. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les marchés progressent. Tout le monde progresse, même le CAC 40 progresse, hein, il a fait un des plus hauts historiques la semaine dernière. Mais attention à cette euphorie sur les marchés. Il pourrait y avoir un retour de bâton
assez important. Évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais prenez vos bénéfices quand même sur ça, si vous avez eu des bénéfices assez conséquents. Ouais, tout à fait, Antoine, tu as bien raison de le souligner. Et puis parallèlement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités. Donc c'est ça qui fait Mm. cette, cette flambée des marchés boursiers, qu'on ne Aussi. sait pas trop où investir. On a vu l'or qui était monté donc, Ouais. à quasiment 4 500 $ à l'once. Après, c'est revenu un petit peu à la baisse. Donc là, on est encore autour des 4 000. Donc voilà, les deux vont de concert, et la hausse des marchés et Mm. la hausse de l'or. Donc voilà, il y a bien un phénomène bizarre qui est en train de se produire, mais c'est lié au fait qu'il y a trop de liquidités. Et donc Ouais. voilà, ça s'investit quand même sur les marchés boursiers. Attention, donc quand même, soyons prudents. Le problème, c'est que voilà, il faut, pour que Mm. ça dégonfle vraiment, il faut une vraie crise. Et comme on n'arrive pas à avoir une crise, Oui, bien entre sûr. guillemets, c'est-à-dire même, tu vois, ce qui se passe en France, c'est une catastrophe, mais on ne veut pas le Mm. voir, genre, on ne veut pas dégrader, tout va bien, les chiffres Mm. du PIB sont bons, enfin, bon, donc c'est assez Mm. incroyable. Donc voilà, mais Ouais, voilà. c'est. Ça viendra à un moment où on ne l'attend pas, bien entendu, mais Alors, là, c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, il faut prendre ses bénéfices. Il y a quand même un écart entre la réalité économique et la réalité financière qui devient un petit peu juste une trop chose, Marc, important. justement, on parlait de liquidité, d'abondance de liquidité. Je ne sais pas si tu as vu, mais hier, la Fed a annoncé elle terminait le quantitative tightening. Ce qui veut Tout dire à qu'en fait. fait, elle va continuer à apporter des liquidités finalement au marché. Exactement. Donc Donc ça, c'est ça c'est. qui, c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait Mm, également, voilà, mm. elle se rend compte qu'il y a quand même des dangers sur les marchés. Donc elle se dit bon, Ouais, je vais voilà. pas fermer le robinet, sinon ça Mm. pourrait être dangereux. Mais Bon, ça, ça ça arrivera soutient le de toute marché quand façon. même. Mais, Alors, de toute façon, donc quand même, mm, soyez prudents. Mais bon, pour l'instant, voilà, tant qu'il n'y a pas mm. de crash sur un pays, sur la France, comme ça, donc bon, finalement, Ouais, on ouais, continue. bien Donc, sûr. pourquoi pas? Mais voilà, il faut prendre ses bénéfices régulièrement. Mm, mm. Bon, en tout cas, On sera là pour vous on aider, sera là évidemment, pour continuer. pour en parler Avec et plaisir. décortiquer l'actualité et notamment les résultats d'entreprise qui vont continuer avec Amazon, Nvidia, etc. Donc, on va en parler. Voilà. La Merci. bonne continuation, faites, ben voilà, portez-vous bien et Mm. donc à dans 15 jours. Et merci pour votre fidélité. Et voilà, continuez à faire connaître notre podcast autour de vous. Et à très très Merci à bientôt. tous et à très bientôt. Salut. Bye.